à notre binôme. François et Gabriel, ce sont eux tous les deux des militants de la lutte contre le sida depuis des années. L'un est à Montréal, l'autre en France. Et ils ont écrit ce livre dont vous avez vu l'exemplaire par François il y a une minute. Et donc, ils vont nous faire part de leurs réflexions sur ce sujet. Je pense que dans ce débat, on va avoir une réflexion un petit peu différente aussi selon les régions du monde. Peut-être vont-ils aborder surtout les pays industrialisés. Je pense qu'avec Michel et avec François après, on aura d'autres visions peut-être sur d'autres pays. Et comme ça aidera à lancer le débat. Bonjour, merci beaucoup. Je suis François Berdugo, voici Gabriel Gérard. Nous faisons une intervention à deux voix après avoir écrit ce livre à quatre mains, mais je vous rassure, nous avons toujours deux cerveaux séparés. Merci beaucoup pour l'organisation de ce débat et cette invitation. On va essayer effectivement de partager quelques réflexions sur la fin du sida. L'ancrage de notre travail, c'est l'émergence, comme ça vient d'être rappelé, de ce slogan, ou en tout cas la réémergence dans les 5-10 dernières années de ce slogan dans toutes les enceintes de la lutte contre le sida à l'échelle internationale, qui se présente comme notre horizon commun, l'horizon commun aux acteurs de la communauté sur le plan mondial et qui semble faire consensus. Alors c'est évidemment pas la première fois que cette question surgit dans l'espace public de la lutte contre le sida, mais évidemment, pour les raisons qu'a rappelé François Dabis, elle prend corps autour de résultats scientifiques et de perspectives de contrôle de l'épidémie. J'y reviendrai. C'est une expression spectaculaire dans la mesure où il y a 10 ans, a fortiori 15 ou 20, malgré le fait que c'était toujours un horizon présent, on n'osait pas parler exactement de cet horizon, disons, atteignable à l'échelle d'une vie humaine. Donc, qui représente à la fois un horizon de mobilisation, un peu abstrait à certains égards, une promesse de santé publique, et on va le voir, un vaste chantier d'intervention biomédicale sur lequel on a voulu se pencher. Ce qui nous est apparu, c'est que c'est une idée largement polysémique et politiquement très malléable. C'est aussi un des enjeux qu'on a voulu interroger, de même que le fait qu'elle fait peut-être écran à un certain nombre de questions, ou qu'en tout cas la façon dont elle se présente dans l'espace public de la communauté SIDA écarte peut-être des enjeux qu'on essaye de remettre sur le devant de la scène. La fin du sida, pour qui, quand, comment et à quelles conditions, c'est un peu les questions qu'on a voulu poser en ouvrant la boîte noire de ce slogan. Alors de quoi on parle ? François Dabis vient de rappeler les étapes récentes. Pour nous, on est dans la conséquence différée de 1996 et l'apparition des antiprotéases. Ce qui permet aujourd'hui de structurer ce slogan et cet horizon, c'est effectivement tout ce qui a été mis en branle à ce moment-là. Premièrement, le premier étage de la fusée, l'accent mis sur le dépistage. Dès 1998, effectivement, Kevin De Kock, qui sera là, est un acteur central des évolutions qui se sont déroulées dans les 20 dernières années. L'accent est mis sur le dépistage et le volontarisme qui doit, en présence des antirétroviraux hautement actifs, présider aux politiques et aux stratégies. Et de fait, ça a débouché dans la décennie qui a suivi sur une reformulation des stratégies à l'échelle mondiale et dans les pays. Le deuxième pied de ce discours, qui devait aller avec, c'est la question de la normalisation du VIH, de la vie avec, donc un enjeu social, au même titre que d'autres maladies infectieuses, qui était vu comme une condition d'efficacité de cette reformulation du dépistage. Le deuxième étage de la fusée, c'est donc les 10 dernières années. D'abord, la question du traitement comme prévention, puis la question de PrEP. Je n'y reviens pas, ça a été largement présenté et vous êtes tous au courant. Tout ceci, pour nous, construit une logique nouvelle. On a longtemps parlé de l'exceptionnalisme SIDA, qui a été d'ailleurs discuté dès les années 90. Sommes-nous aujourd'hui donc face à une maladie infectieuse comme les autres ? En tout cas, on est dans une perspective de contrôle de l'épidémie avec des outils qui permettent de l'envisager. Et ça, c'est la nouveauté radicale de la décennie qui vient de s'écouler. Nous sommes donc désormais à la recherche d'un impact populationnel, ce qui contraste d'une manière ou d'une autre avec un certain nombre de présupposés de la lutte pré-2010, en tout cas pré-2000 de façon très claire, avec notamment un enjeu de rapprochement entre soins et prévention, ce qui, là encore,
est assez nouveau dans les stratégies. Et finalement, ce qui n'était pas le cas non plus au début des années 2000, par exemple, notamment en raison de l'absence de traitements antirétroviraux dans les pays en développement, il y a un alignement progressif des stratégies au niveau mondial autour de ce schéma, de ces cibles, du 90-90-90 et de la cascade. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour prendre la suite de François, nous, ce qu'on s'est dit et ce qu'on s'est aperçu, c'est que le projet de fin du sida comporte un certain nombre d'angles morts, à commencer par le rôle central des soignants dans sa mise en œuvre, un rôle qui nous apparaît, par certains égards, ambivalent, notamment quand on sait qu'une partie de ces soignants, notamment médecins, reste encore à convaincre au sujet de la PrEP, qui est une des stratégies phares dans le projet de la fin du sida. Mais aussi parce que la promotion de la santé sexuelle, qui est un enjeu incontournable du traitement comme prévention, elle ne fait toujours pas partie de manière appuyée de la formation des soignants. Alors, deuxième élément, l'enjeu de la démédicalisation, qui est visiblement une des thématiques fortes de la conférence. Nous, on estime aussi que la démédicalisation, elle n'est pas sans ambiguïté, puisque si on déplace le champ de la pratique médicale, c'est-à-dire qu'on donne aux acteurs communautaires aussi la possibilité d'exercer certains actes, est-ce qu'on ne procède pas du même coup à la médicalisation de la pratique associative et avec quelles implications pour le militantisme sida? Et ça, il nous semble que c'est des questions qui méritent d'être discutées. Troisième élément important, c'est le fait que la nécessité de cibler des populations pour augmenter l'efficacité des stratégies, elle se heurte à une réalité sociologique, c'est-à-dire qu'il existe un écart parfois important entre au sein des populations clés telles qu'elles sont définies par l'épidémiologie et par rapport à leur capacité de mobilisation communautaire. Et ce qu'on se dit, c'est que la promotion des outils très efficaces ne remplace pas les stratégies d'empowerment. Quatrième élément, il concerne le slogan « Zéro discrimination » dont on a parlé tout à l'heure. C'est évidemment une des conditions de réussite des 3,90, mais c'est aussi l'objectif le moins précisément défini et le plus difficilement évaluable. Alors, est-ce qu'on pourrait collectivement se donner des indicateurs clairs sur le sujet? Il nous semble que c'est un chantier vraiment indispensable. Cinquième élément, le projet de fin de l'épidémie génère de nouvelles normes sociales et comportementales. On peut penser à l'observance, qui concerne aujourd'hui aussi les personnes séronégatives, le suivi médical renforcé, et ces normes sociales et comportementales exigent un haut niveau d'implication des individus pour le bien du reste de leur communauté et puis pour le bien de la population. La question qu'on se pose, c'est quelles sont les contreparties de cette exigence renforcée et notamment comment on garantit aux personnes concernées l'accès aux droits et à des environnements favorables à la santé. Alors au fond, pour nous, les réussites et les avancées sur le plan biomédical n'épuisent pas, bien au contraire, la nécessité d'une lecture en termes d'inégalité sociale, ni l'importance de s'emparer des nouveaux enjeux éthiques et politiques qui se dessinent aujourd'hui. Alors l'horizon de la fin du sida, tel qu'il a été décrit par les deux François, finalement, se confronte inévitablement à la résistance du réel au plan social et politique. C'est vrai en particulier dans les pays du Nord, ne serait-ce que concernant les dispositifs de santé et d'accès aux soins. Pour ne prendre que quelques exemples, aux États-Unis, on sait que 30% de la population n'a pas accès à une couverture santé. C'est difficile dans ces conditions d'envisager d'atteindre les 3,90 et en particulier les deux derniers 90. Autre exemple, en Grande-Bretagne, la prise en charge publique de la PrEP reste refusée, malgré le haut niveau d'efficacité de cette stratégie. On voit que la prévention par l'épreuve ne constitue malheureusement toujours pas un levier suffisant pour la transformation sociale. En France, les législations restrictives ou répressives mettent en péril les objectifs de santé publique, qu'on parle de l'usage de drogue, du travail du sexe ou du droit des étrangers. Si la France veut être chef de file en matière de droits humains, elle doit montrer l'exemple. Au Canada, pour prendre encore un autre exemple, le maintien contre toute logique de la criminalisation de la non-divulgation du statut sérologique est un obstacle très concret à l'atteinte des objectifs de la fin de l'épidémie, mais aussi une aberration en termes de santé publique. Et puis, de manière transversale aux différents pays du Nord, les politiques, souvent malheureusement coordonnées, de restrictions budgétaires, mettent les systèmes de santé sous tension et sous pression. Tout ça pour dire que le VIH-Sida échappe encore à bien des égards à sa normalisation, et le haut niveau de stigmatisation et de discrimination vécu par les personnes vivant avec le VIH et les communautés concernées en apporte quotidiennement la preuve. Ces différents éléments nous paraissent être des facteurs explicatifs clés de l'un des enjeux majeurs du 3,90
dans les pays du Nord, et en particulier du premier 90, le maintien, malgré les efforts et les progrès, d'une vaste épidémie non diagnostiquée dans nos pays. En France, juste pour exemple, près de 25 000 personnes vivant avec le VIH ignorent leur statut sérologique. Et du coup, pour terminer, quelques clés, en tout cas des perspectives qu'on livre en partage sur les stratégies. Bon, d'abord, il nous semble nécessaire de conserver une distance critique face à ce qui se joue et surtout des espaces de débat démocratique internes à nos communautés et transversaux au monde du soin, au monde militant, au monde institutionnel, etc. La question des ressources financières, elle est évidemment toujours en haut de l'agenda dans un contexte où à peine plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH ont accès au traitement au niveau mondial. L'enjeu pharmaceutique reste pour nous toujours une question, et plus qu'une question, un champ de revendication. La question des droits humains et la lutte contre les oppressions au cœur de l'agenda, enfin, doit être au cœur de l'agenda de la fin du sida pour les raisons qu'on vient d'essayer d'expliquer, de proximité avec les systèmes de santé, d'accès aux services et de fait de réalisation de l'atteinte des objectifs. Finalement, comment créer les conditions d'atteinte des objectifs ? Rien de nouveau peut-être, mais une nécessité pour nous de le réaffirmer de façon extrêmement claire et forte. La levée des barrières à l'accès au système de santé, première condition pour accéder au dépistage, au traitement, s'y maintenir, etc. Des stratégies renouvelées de mobilisation et d'engagement des personnes, car on voit bien que nous butons, y compris dans des pays comme la France, dans l'atteinte des populations les plus exposées et la mise en œuvre de ces stratégies et de fait la mobilisation des communautés concernées. Et enfin, évidemment, dans une démarche tout à fait basique de promotion de la santé, mais que nous reprenons à notre compte, la création d'un environnement social et légal favorable du point de vue de la santé et plus globalement des groupes de population les plus exposés. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à François et à Gabriel d'avoir positionné ces différentes questions, et on voit bien combien, au-delà des outils que l'on a, des évidences scientifiques,